Bonjour à tous. Imaginons le pire. Une crue arrive. Une inondation. Que faire? Une submersion marine. Quelle responsabilité? Le droit de la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, a un peu changé la donne, mais sur une base classique. La base classique, par exemple, s'agissant de l'indemnisation de la victime. Pas le pénal, l'indemnisation de la victime. Eh bien, on est sur une base classique. On va répartir, en fonction des fautes de chacun, l'indemnisation du préjudice subi. Oui. Mais on a un grand nombre d'acteurs dans ce domaine. Par exemple, on peut avoir des associations syndicales autorisées, qui sont des personnes de droit public et qui, à ce titre, auront un régime de responsabilité à quelques spécificités. On aura le riverain. Riverain qui peut avoir fait des bêtises, qui peut avoir commis des fautes qui vont être à l'origine du dommage, ou au contraire, si c'est lui qui est victime, donner lieu à exonération totale ou partielle de responsabilité. Le principal responsable, en général, c'est quand même le gestionnaire d'ouvrage. Alors vous allez me dire, bah oui, donc le gestionnaire d'une digue, d'un aménagement hydraulique, d'un système d'endiguement. Bah oui, mais pas uniquement. Souvent, on voit condamner des gestionnaires de ponts, de voiries, qui ont entraîné des dysfonctionnements conduisant à une partie de la responsabilité de l'inondation. Parfois, ce seront les gestionnaires de canalisation d'eau pluviale. Et on se retrouve donc avec une très grande foultitude de responsabilités, de cas particuliers très compliqués à systématiser. Autre élément dominant, nous sommes dans une matière où il y a un grand nombre de décisions de police à prendre. Et les autorités de police, que sont le maire et le préfet, se retrouvent souvent en première ligne. Sauf qu'autrefois, très souvent, on tombait sur la commune, on accusait la commune au contentieux, à la fois pour la négligence éventuelle dans l'usage de ses pouvoirs de police et pour sa responsabilité dans la compétence GEMAPI, l'usage de ses ouvrages de voirie ou autres. Or aujourd'hui, on va avoir un gestionnaire d'ouvrage de voirie qui ne sera pas forcément le même que celui pour les eaux pluviales, qui ne sera pas forcément le même que pour les ouvrages GEMAPiens, qui ne sera pas forcément le même que celui qui sera titulaire de l'autorité des pouvoirs de police. Et ces distinctions-là, il était rare qu'elles soient faites dans les contentieux en matière d'inondation, alors que depuis la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, distinguer entre ces différentes sources de responsabilité va devenir de plus en plus fréquent, obligatoire, et probablement un peu désarçonnant pour certains avocats et certains magistrats. Et puis il y a d'autres personnes privées. On a beaucoup de contentieux où on voit une responsabilité du prestataire de l'administration, d'une entreprise privée qui agissait sur le terrain ou d'un autre riverain. Et puis, on va avoir aussi une responsabilité des autorités en charge de l'urbanisme. Déclarer un terrain constructible alors qu'on est en zone où il y a un risque d'inondation ou délivrer un permis de construire modificatif ou initial dans des lieux dangereux en la matière, eh bien évidemment que ça entraînera une responsabilité de l'autorité en charge de l'urbanisme. Là aussi, demain, dans des cas d'inondation, il y aura plus de distinctions à opérer entre les autorités en matière d'urbanisme, les autorités de police et les autorités en charge de tel ou tel type d'ouvrage qu'autrefois où quasiment tout était concentré entre les mains du maire d'une part et d'un syndicat de rivière de l'autre. Donc on a un grand nombre de responsables possibles et des jurisprudences extrêmement subtiles pour distinguer tel ou tel cas. Face à ça, on a évidemment des dérogations aussi classiques que sont d'une part l'éventuelle faute de la victime. Bah oui, si j'ai construit sans permis de construire un terrain, une maison dans une zone inondable, la faute de la victime sera totalement exonératoire de responsabilité. Par exemple, si j'ai été imprudent dans mon évacuation de mon domicile, conduisant à un plus grand préjudice que celui qui aurait été constaté si j'avais été sage, eh bien évidemment, ça entraînera une limitation de l'indemnisation. Et puis évidemment, dès qu'il s'agit d'inondations, de crues, de submersion marine, on pense aux éventuelles forces majeures. Sans rentrer dans les détails, retenons que la force majeure n'est que assez peu retenue dans ce domaine si les dommages sont prévisibles et si on n'est pas dans des cas tout à fait exceptionnels. D'autres points sont à connaître. Premier point, tous les juristes ont un jour appris que quand il s'agit d'avoir une indemnisation au titre d'un ouvrage, eh bien on fait une distinction. Est-ce que la victime était usagère du bien, auquel cas elle sera indemnisée si une faute a été commise? Ou est-ce qu'elle est tierce au regard de l'usage de cet ouvrage, auquel cas elle sera indemnisée même sans faute? Eh bien ceci s'applique aux collectivités publiques et aux ASA en matière, évidemment, d'ouvrages, de voirie, de GEMAPI ou autres.
Ce qui conduit là aussi à des choses assez subtiles. Quand le dommage, par exemple, vient d'un pont, d'un ouvrage d'eau pluviale ou autre, on peut se retrouver avec une indemnisation même sans faute des victimes, sous réserve évidemment qu'ils soient à protéger. Car par exemple la Cour administrative d'appel de Lyon récemment a bien confirmé que si on est dans un terrain non constructible, eh bien il n'y a pas de droit à être protégé des inondations par exemple. Et puis il existe un cadre particulier de responsabilité pour les ouvrages que l'on aura bien classés dans la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Si on les a classés en GEMAPI, alors même qu'il peut y avoir plusieurs ouvrages. Je veux dire, une digue peut servir sur une base de loisirs, peut servir pour la compétence GEMAPI, mais aussi peut-être un peu pour de l'eau, pour l'hydraulique rurale, etc. Mais si je l'ai classé en GEMAPI et que j'ai fait mon travail, j'ai fait mon système d'endiguement, j'ai fait mon étude de danger, j'ai fait mes notices d'utilisation quand j'ai besoin de les faire, eh bien j'aurai une sorte de présomption comme quoi j'ai fait mon travail, je n'ai pas fait de faute. Première spécificité. Deuxième spécificité, j'ai des dispositifs transitoires de protection de la responsabilité le temps du transfert des ouvrages tant que je n'ai pas encore eu le temps de faire mon système d'endiguement, et ça vient de la loi Fesneau-Ferrand de décembre 2017. Et puis j'ai d'autres spécificités en matière de GEMAPI. Premier élément, la responsabilité, presque dans tous ces domaines, vous le voyez, est pour faute. Et en général, c'est une faute simple. Responsabilité au titre des pouvoirs de police, presque toujours. Responsabilité au titre des ouvrages, sauf si la victime est tierce par rapport à l'ouvrage, etc. Mais il y a des cas où il y a une faute lourde pour que la responsabilité soit engagée. C'est essentiellement certains cas d'intervention de l'État au titre de ses pouvoirs de police, dans certains cas seulement, sur la police qu'il a sur les ouvrages, notamment. Autre élément, on a dans certains cas l'arrivée d'un autre mode de responsabilité dans ce jeu déjà bien compliqué, c'est la prise en compte de l'indemnisation pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Ça concerne notamment les cas lorsque l'on va être conduit à accepter que telle ou telle zone devienne inondable et non pas pour en protéger d'autres, par exemple. Donc au total, un paysage qui peut sembler classique, mais qui en matière de crues d'inondation devient assez compliqué, et un plus grand nombre d'acteurs et d'interactions qu'avant, puisqu'encore une fois, la compétence GEMAPI s'est structurée un peu partout avec une architecture conduisant à distinguer le pouvoir de police, la gestion de tel ou tel type d'ouvrage, la gestion de tel ou tel type d'ouvrage. Par contre, il y aura moins de possibilités qu'avant de se renvoyer la balle entre l'amont et l'aval, puisque presque toujours les grands systèmes d'endiguement notamment seront faits sur des plus grandes échelles géographiques qu'avant la réforme de la GEMAPI. Ça, c'est pour l'indemnisation. Et puis à côté de ça, il y a aussi la question du pénal. Et sur le pénal, là, on en revient classiquement à la loi Fauchon. Alors c'est quoi la loi Fauchon du 10 juillet 2000 ? On distingue deux situations. Soit je suis la cause directe du préjudice, ce qui arrivera presque jamais, sauf, je sais pas moi, rupture d'une digue. Et là, à ce moment-là, eh ben, la moindre faute, la moindre négligence, la moindre imprudence sera constitutive d'une infraction pénale, et en l'occurrence, ça sera souvent de l'homicide ou blessure involontaire, parfois des délits environnementaux. Et puis il y a une deuxième hypothèse. Je ne suis pas la cause directe du préjudice, car le plus fréquent. Et là, on va devoir distinguer. Est-ce qu'on a violé de manière manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité, pouvant entraîner un risque grave et immédiat pour autrui? Auquel cas, la moindre négligence, la moindre imprudence entraînera indemnisation, peut-être, mais surtout responsabilité pénale. Ou est-ce qu'on est la cause indirecte et on n'a pas violé de manière délibérée une règle de sécurité? Ce qui sera presque toujours le cas en matière d'inondation, de crues, de submersion marine. Et dans ces cas-là, je suis peut-être, par mes agissements, par mes négligences, par mes imprudences, une cause indirecte. Mais je n'ai pas violé une règle identifiée de sécurité. J'ai fait mon étude de danger, j'ai fait mon système d'endiguement. Et ça a été rappelé en réalité par la loi, dans le cas particulier de la GEMAPI, par un article du Code de l'environnement, dont on se demande s'il s'applique ou pas au pénal, à vrai dire. J'ai une présomption de ce que j'ai bien fait mon travail, et je ne serai condamné que si on estime que j'ai commis une faute caractérisée. Alors maintenant, si on zoome avant, on aboutit à cette grille-là, générale, où l'on voit quels sont les différents types de responsables, les différents types de responsabilités. N'hésitez pas à mettre votre vidéo sur pause pour avoir le temps de décortiquer toutes ces hypothèses. Mais si vous voulez en savoir plus, dans nos ouvrages notamment consacrés à cette question, nous allons bien au-delà de cette vidéo. À bientôt donc
Pour en savoir plus sur la GEMAPI, mais également sur l'ensemble des bouleversements qui concernent en ce moment les 2 cycles de l'eau, sur notre chaîne YouTube, sur notre blog, nos articles ou nos ouvrages. À bientôt et bon courage face à ces défis tout à fait passionnants, mais il faut bien le reconnaître, un petit peu inquiétants en termes de responsabilité. Merci, au revoir.